recette ensemble. Le micro a l'air de marcher puisque les gens arrêtent de parler. Merveilleux. Bon, bonsoir tout le monde. Merci infiniment pour votre présence nombreuse et nombreux pour ce meeting de lancement de la campagne des élections européennes 2024 dans le département des Landes. Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est que votre présence nombreuse et nombreux révèle une chose, c'est que la thématique de l'Europe et l'enjeu de ces élections européennes est quand même assez bien appréhendé par tout le monde. Et je vais vous dire, je pense que vous avez entièrement raison. L'actualité brûlante vous donne raison. Nous l'avons vu assez récemment en ce qui concerne la crise agricole, mais on va largement y revenir dans les débats de ce soir, avec, sur ce pendant-là, une politique européenne qui doit être revue et qui peut être critiquée. Et c'est bien un peu ça le problème, c'est que l'Europe, elle est souvent trop critiquée, souvent dénigrée par beaucoup de monde et assez peu comprise dans son ensemble. L'élément qui a quand même changé beaucoup les choses dernièrement, ce sont les conflits internationaux et notamment le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et je pense que pour beaucoup de pro-européens, dont nous faisons partie, on a pu se rendre compte à ce moment-là que finalement l'Europe pouvait aussi être un projet politique protecteur. Je dis bien un projet politique parce que l'Europe est avant tout une chose politique en constante évolution qu'il convient de fabriquer, de faire évoluer et de construire tous ensemble entre pays européens. Alors, les débats qui vont avoir lieu durant cette campagne vont opposer les pro-européens et les anti-européens, notamment notre adversaire principal, notre ennemi, l'extrême droite, qui ne fait que progresser et qui convient de faire régresser désormais. Mais entre pro-européens, il y a également des visions politiques qui s'opposent. Et c'est un peu le cas, et ce sont les divergences que nous avons et qu'il faut expliciter et expliquer aux citoyens. Entre le projet des socialistes, des démocrates au niveau européen, du groupe S et D au niveau européen, auquel appartient d'ailleurs Raphaël Glucksmann et les socialistes qui ont été élus dès 2019. Et il faut opposer ça avec les pro-européens, mais version libérale, très libérale, trop libérale. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui qu'il faut revoir. Il faut revoir, et c'est le sens aussi de l'engagement de Raphaël Glucksmann et de Eric, mais je vais y revenir très vite, c'est de mettre fin à ce néolibéralisme, cet ultralibéralisme qui au final fait fi de la justice fiscale, de l'environnement, de la justice sociale, et met aussi à mal tout un pan de l'économie européenne. Alors vous le savez, dans les Landes, on a une tradition politique forte à gauche. On sait ce que c'est une campagne électorale, on croise toujours le faire quand il y a des combats à mener, et c'est ce que nous ne manquerons pas de faire cette année également. Mais en 2024, la campagne des européennes aura une saveur un petit peu plus particulière que d'habitude pour nous, militants socialistes et militants de place publique. Pourquoi ? Parce que nous avons la chance d'avoir notre premier secrétaire fédéral, Eric Sargiacomo, qui est en position intéressante, j'ai envie de dire éligible, mais je ne veux pas griller les étapes. Alors Eric, c'est quelqu'un que moi j'ai appris à connaître très bien maintenant, depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui a la chose politique chevillée au corps, mais qui a aussi la chose européenne chevillée au corps, de par son parcours, même personnel, étudiant et autres. Mais bon, il pourra y revenir s'il le souhaite. Eric est certainement un petit peu pudique. Quoi qu'il en soit, on a la chance d'avoir un militant socialiste landais en position éligible, et je crois qu'il ne faut pas manquer le coche. C'est une chance historique pour nous, socialistes, d'avoir quelqu'un qui porte notre voix au sein du Parlement européen. Alors les amis, il nous reste un peu plus de 60 jours pour faire campagne, pour convaincre les gens, pour casser un peu les clichés qu'on entend trop souvent sur cette chose qui est en constante construction, qui s'appelle l'Union européenne. Et aujourd'hui, il va falloir mener bataille, mener combat, aller sur les marchés, tracter, échanger autour de vous, confronter les idées, mais surtout convaincre. Voilà. Donc ça sera un peu le sens de la soirée de ce soir, où Eric va nous exposer sa vision, celle qui est partagée bien évidemment avec Raphaël Glucksmann, et ensuite nous aurons un temps d'échange que l'on veut très participatif. Donc moi je vous encourage, n'hésitez pas à poser des questions,
à exprimer vos inquiétudes, à exprimer aussi vos joies par rapport à cette vision de l'Europe. Et nous pourrons débattre comme ça tous ensemble et de manière assez vivante. J'ai trop parlé et je laisse maintenant la parole à Eric Sarjakovo. Merci à tous. Introduction. On m'entend pas? Bon. En général, on m'entend assez bien. Il n'y a que ma femme qui m'entend pas, mais ça, c'est pas grave. Je suis habitué. Ça commence bien. Le rassemblement commence à 2. Non, chers amis, d'abord, je suis très heureux que nous soyons aussi nombreux ce soir. Parce que lorsque vous commencez une campagne électorale, en fait, vous ne savez jamais vraiment comment les premiers moments, les premiers instants vont se passer. Même si, depuis notamment le meeting de Tournefeuille, on a compris que quelque chose se passait autour de la liste menée par Raphaël Glucksmann et qu'il y a un certain enthousiasme, au moins un intérêt certain, sur ce qui est défendu, sur ce qui a été fait aussi depuis 5 ans autour de Raphaël Glucksmann. Je pense, pour commencer, que c'est une élection qui a un sens particulier. Nous sommes un peu à la croisée des chemins en Europe sur cette élection-là, avec la possibilité, qui n'est pas neutre, de pouvoir propulser le groupe socialiste et démocrate au Parlement européen, peut-être comme premier groupe. C'est pas neutre parce que ça veut dire également que dans ce cas-là, on peut également exiger, demander d'avoir la tête de la présidence de la Commission et avoir l'initiative sur les textes européens. Pas seul, mais vous savez que la Commission, c'est celle qui a l'initiative. Donc, si à un moment donné, vous ne déclenchez pas l'initiative, vous ne pouvez pas formuler un certain nombre de préconisations législatives, réglementaires. Donc pour nous, c'est un moment clé. Et il se passe à un moment tout à fait particulier où le parti qui a été dominant depuis quasiment la création du Parlement européen, le PPE, la droite conservatrice classique, aujourd'hui n'est plus très stable sur ses appuis. Et on le voit dans un certain nombre de pays européens, n'hésite pas à faire alliance avec la droite la plus rance, la plus nationaliste qui soit. Hésite à condamner les plus grands adversaires à l'intérieur du continent européen des droits et libertés. Je pense à Orban, au PiS polonais lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et en fait, la question sera relativement simple posée aux électeurs. Quel projet vous souhaitez? Le projet conservateur qui tire de plus en plus vers le nationalisme le plus rance, ou effectivement un projet d'espérance, une alternative? En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de possibilité d'en même temps, comme nous le connaissons depuis 7 ans chez nous, en France, et dont on voit les résultats aujourd'hui. De l'en même temps, en fait, c'est en même temps à droite. À droite toute, même si on se rappelle le dernier texte de la loi Asile et Immigration. Alors, je voudrais prendre aussi un engagement vis-à-vis de vous, puisque Jean-Baptiste a dit que potentiellement j'étais éligible. Ça dépend en fait surtout des électeurs. On a connu tellement de campagnes où des gens éligibles finalement sont retrouvés déçus au lieu d'être élus. C'est d'être un élu qui est au service de ses citoyens, au service des Landaises et des Landais, au service évidemment de l'ensemble de la région, au service, je dirais, d'éléments concrets pour que votre vie de tous les jours s'améliore grâce à l'Europe. Je souhaite être, on va dire peut-être la tête à Bruxelles, dans les étoiles, celle du drapeau européen, mais les pieds bien ancrés dans le sol de cette terre landaise qui m'a accueilli voilà, il y a quelques années, en 1996. Alors l'Europe, c'est pas un sujet facile pour nous socialistes. L'Europe, c'est un sujet qui est aussi pour nous un objet de grande fierté. Nous avons eu de grands Européens dans le parti, Mendès, François Mitterrand, Robert Badinter qui nous a quittés il y a peu et qui avait été l'auteur d'un projet de constitution de l'Europe. On a porté des grands projets pour l'Europe, avec, je pense évidemment, un autre qui nous a quittés il y a peu, Jacques Delors, qui a été l'artisan de finalement
la grande dernière période, je dirais, de l'Union européenne, avec la finalisation du marché de l'Union, du marché commun et du marché unique. Or, depuis, il faut bien le dire que l'Europe est passée dans une phase de stagnation. Et que, quelque part, on a cru, après la chute du mur de Berlin, qu'il suffisait finalement de gérer le tout venant, le quotidien, et que ce qu'on avait mis en place allait suffire. On s'est rendu compte, et certains avaient, je crois, averti qu'on ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin et qu'il fallait continuer l'harmonisation et que le marché ne suffisait pas. D'ailleurs, c'était la pensée originelle de Jacques Delors. Il n'a jamais pensé que le marché était une fin en soi et qu'il fallait qu'il ait également une jambe sociale. Parce que la promesse originelle de l'Europe, elle est basée à la fois sur, effectivement, la démocratie, mais également sur le progrès. Mais pas le progrès simplement économique, pas simplement, mais également sur le progrès social. Les deux vont de pair dans l'esprit du père Delors, qui a été, je dirais, quelque part le dernier grand-père de l'Union européenne, après Monnet, Schuman et les autres. Je voudrais dire qu'il y a, pour un certain nombre d'entre nous, qui ne sommes pas nécessairement des eurosceptiques, qui ne sommes pas des eurobéats, une euro-exigence. Et je crois que pour un certain nombre d'entre nous, nous avons eu le sentiment que le fil qui avait été tissé jusque-là, et jusqu'à Jacques Delors, avait été perdu. Et c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'entre nous, et j'en fais partie, nous avons voté non au référendum en 2005. Et je ne peux pas l'oublier parce que je sais qu'un homme pour lequel j'ai la plus grande admiration et qui a été pour moi un guide dans mon engagement politique, Henri Emmanuelli, a été un fervent européen. Mais quand je dis fervent, c'était quelque chose qui était chevillé dans son esprit et qui lui paraissait indispensable. Je me rappelle de son livre, au moment du traité de Maastricht, Le plaidoyer pour l'Europe. Je sais ce qu'il écrivait. Je sais aussi les insuffisances qu'il a trouvées en 2005 pour appeler à voter non. La difficulté pour nous d'expliquer qu'on était pro-européen, mais qu'on allait voter non. Pourquoi? Parce qu'on supposait que ce qui allait arriver, malheureusement, on le constate aujourd'hui, est une réalité, c'est que sans jambe sociale, sans progrès social, il n'était pas imaginable que cet édifice puisse durer. Si on ne mettait pas les conditions nécessaires, notamment pour l'arrivée des pays de l'Est qui sont arrivés en 2004, après effectivement l'effondrement du mur de Berlin, on allait dans le mur collectivement. Les règles qu'on s'était imposées, l'harmonisation était possible peut-être à 10, 11, 12, mais lorsqu'on était 24, ça devenait beaucoup plus compliqué. Et lorsqu'on rate l'occasion, au moment du traité de Nice, d'approfondir les institutions européennes, d'approfondir un certain nombre de politiques, quelque part, on propose une constitution, mais sans en tirer les conséquences politiques en termes d'organisation des politiques publiques européennes. Et, on va dire, on laisse le marché faire. Et c'est quelque chose qui est extrêmement palpable à travers une politique, la politique agricole commune, qui est la politique intégrée communautaire créée en 62 et qui a eu de vrais résultats, c'est-à-dire que l'objectif de la politique agricole communautaire était quand même d'assurer l'indépendance alimentaire de la France, enfin, pas de la France, de l'Europe, excusez-moi, et en particulier, notamment vis-à-vis des États-Unis, parce qu'on reproche toujours à l'Europe d'être une création atlantiste, pro-américaine. C'est aussi d'ailleurs un des sujets dont on affuble, une des qualités dont on affuble notre tête de liste. Mais dès le départ, l'idée d'être indépendant par rapport aux grands frères américains a été là, et notamment à travers la politique agricole commune. Sauf que, là aussi, on a suivi un peu le même chemin, et à partir de 92, avec la grande réforme de la PAC, on a abandonné cette volonté régulatrice de l'ensemble de la politique agricole commune. On a laissé le marché faire, on a laissé aux mains de l'OMC et de ses règles l'ensemble de nos agriculteurs. Et quelque part, la colère que l'on connaît aujourd'hui est
Elle est un peu l'héritière de ce qui s'est passé ces 30 dernières années en la matière. Donc c'est ce chemin-là que nous souhaitons reprendre avec Raphaël Glucksmann. Un chemin qui est fait de prospérité, mais pas pour une simple petite catégorie, les 0,1% de la population, que nous souhaitons taxer, mais pour l'ensemble des citoyens européens. Il faut que l'ensemble des citoyens européens puissent trouver leur dû dans cette construction communautaire et pas rester au bord du chemin. Quelque part, j'ai envie de dire, on retrouve dans ce combat-là ce que nous souhaitons à l'échelle nationale, ce que nous combattons lorsque nous sommes militants, associatifs, politiques, notamment dans ce département, ce que nous souhaitons pour des politiques publiques qui soient efficaces, parce que s'il n'y a pas de politique publique qui porte un certain nombre de points forts pour la transformation de notre société, il ne faut pas attendre du marché qu'il le fasse à notre place. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que les plus libéraux de cette planète, je pense notamment aux États-Unis, sont les premiers à ne pas respecter les règles qui s'imposent. Et quelque part, ce qui est extraordinaire avec l'Europe, c'est qu'on a l'impression qu'elle est le ravi de la crèche. Elle applique mieux le libéralisme que tout le monde sur la planète, et elle en paye les pots cassés. Donc comment s'étonner aujourd'hui que l'extrême droite fleurisse sur un certain nombre des pays de l'Union européenne? Elle se nourrit de ce terreau-là. Elle n'apporte pas de solution. Aucune solution n'est effectivement de la bouche des gens de l'extrême droite, du Rassemblement national ou de Reconquête. Quand vous regardez, pour moi c'est un croisement assez inédit entre le caméléon et le crocodile. Ils s'adaptent à toutes les couleurs de la misère du monde. Et ils versent des larmes de crocodile sur cette misère-là. Ils en vivent, c'est leur carburant. Ne croyez pas une seule seconde que ces gens-là seront une solution. Ils seront un problème. Et comme avait dit François Mitterrand, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, lorsqu'on voit notamment ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, le nationalisme, c'est la guerre. C'était vrai en 1945, c'était vrai en 1995 lorsqu'il prononce ces mots devant le Parlement européen, ça l'est encore plus aujourd'hui, parce que la guerre n'est pas virtuelle, elle est là. Elle est là et c'est aussi un défi pour l'Europe, c'est-à-dire qu'elle s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu la conclusion des trois crises que nous avons vécues entre le Brexit, le Covid et la guerre en Ukraine, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nous nous réveillions. Il faut que nous prenions notre destin en main parce que nous avons besoin d'être autonomes, indépendants, sur un certain nombre de nos politiques. Nous ne pouvons plus compter simplement sur le parapluie des États-Unis pour notre défense. Et il convient que nous mettions en place une véritable politique de défense à l'échelle de l'Union européenne. C'est un vieux projet, je sais, ça peut paraître utopique, je sais, mais c'est une nécessité, c'est pas une utopie, c'est une nécessité. Que se passera-t-il demain si Donald Trump gagne les élections américaines? Sachant que ce chemin-là du désengagement des États-Unis n'est pas neuf, il dépasse largement, on va dire, la simple personnalité problématique de Donald Trump. C'était déjà sous-jacent sous Clinton ou sous Obama. Il faut que nous soyons aussi indépendants industriellement. Aujourd'hui, nous avons confié à d'autres le soin de faire la production industrielle de la plupart des biens aujourd'hui que nous consommons. Et on s'aperçoit que les gens qui détiennent la clé d'un certain nombre de productions vitales pour notre pays, pour l'Europe, ne sont pas des amis. Ce sont les Chinois, ce sont les Américains. J'imagine que dans vos poches, vous avez tous des portables et vous vous rendez compte qu'on n'est pas indépendant vis-à-vis des technologies. Que dire vis-à-vis de l'énergie? Quand on me dit « Ah, vous êtes pénible quand même avec votre Green Deal, vous éloignez du pétrole, des énergies fossiles. » Mais c'est une nécessité. Si demain nous ne produisons pas notre énergie d'un point de vue environnemental, c'est nécessaire, il faut décarboner. Et décarboner vite, parce que c'est une nécessité pour qu'on s'adapte le moins difficilement possible au réchauffement climatique. Mais si on ne le fait pas, nous sommes les esclaves en fait des Russes avec leur gaz, des Émirats avec leur pétrole. C'est ça la réalité. Donc en fait, si vous n'avez pas de défense, si votre énergie est chez les autres,
si la technologie dépend des Chinois ou des Américains? Ils vous passent vos yeux pour pleurer. Donc c'est ça, en fait, je crois, le défi que nous avons à relever dans les années qui viennent. Assumer le vrai rôle de l'Europe. Assumer qu'elle ait un poids à l'échelle internationale et qu'elle protège ses citoyens. C'est ça l'objectif. Et évidemment, il faut le faire de façon vertueuse. Parce qu'il est hors de question que nous fassions ça au détriment de l'environnement. Mais l'environnement ne passera pas sans le social. On ne pourra pas accepter une bifurcation écologique sans qu'il y ait un grand pas social à l'échelle de l'Union européenne. C'est notamment ce qu'on s'est évertué à faire avec un certain nombre de textes. Et là, je remercie fortement Raphaël Glucksmann pour son engagement sur le travail forcé. Aujourd'hui, le travail forcé permet, entre autres à la Chine, d'exporter des biens, et notamment, on parle souvent des panneaux solaires par exemple, mais qui concurrencent et qui empêchent l'émergence d'une véritable industrie en la matière en Europe. Et c'est de la concurrence déloyale, avec la pire des choses, l'esclavage. C'est aussi le travail sur les plateformes numériques. C'est un vrai défi. Aujourd'hui, l'économie change. Il faut que nous y adaptions aussi nos règles sociales. Et l'Europe doit le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont certes eu de l'imagination, mais pas que de l'imagination en termes d'organisation du travail, beaucoup d'imagination en matière fiscale, qui aujourd'hui produisent sur nos territoires l'essentiel de leurs profits et qui exportent leurs profits financiers dans des paradis fiscaux, même des fois à l'intérieur de territoires intra-européens. C'est contre ça qu'il faut lutter, parce que si on veut avoir des politiques énergiques à l'échelle de l'Europe, il faudra aussi en avoir les moyens. Et l'autre volet, le dernier volet, c'est se servir de ce levier fiscal pour faire, et ça en tant que socialiste on ne peut pas être contre, beaucoup de justice sociale à l'échelle européenne. Et là, je remercie entre autres Aurore Lalucq, une autre personnalité de place publique, d'avoir lancé avec un socialiste, Paul Magnette, une initiative communautaire sur Tax the Rich. C'est taxer les 0,1% les plus riches de l'Union européenne. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, on peut prélever un tout petit peu pour qu'ils puissent amener un tout petit peu plus de joie à l'ensemble de la population européenne, un tout petit peu plus de protection aux plus faibles, un tout petit peu plus de capacité pour l'Union européenne de protéger son agriculture, de lancer de nouvelles filières en matière énergétique ou en matière industrielle. Pour nous, ceci est indispensable. Vous voyez, pour conclure, parce que l'idée c'est quand même d'avoir des échanges entre nous, je pense que nous proposons un véritable projet alternatif par rapport au projet libéral qui est en cours depuis une trentaine d'années à l'échelle européenne. Un vrai projet alternatif qui ne soit pas celui des régressions nationalistes, des régressions qui poussent les uns contre les autres, ceux qui poussent la haine de l'autre parce qu'il est différent. Hier, il était différent parce qu'il était italien. Vous savez, il y avait des cafés où c'était interdit aux chiens et aux Italiens. Ça existait dans notre pays. Aujourd'hui, on nous dit « Oh, c'est très différent ». Maintenant, le problème, c'est... on ne sait pas qui, parce qu'un coup, c'est les Roumains, un coup, c'est les Lituaniens, un coup, c'est les Marocains, un coup... Il y a toujours quelqu'un qui est différent, suffisamment différent, pour qu'on le haïsse. Mais la solution, elle n'est jamais là. La solution n'est pas de désigner les boucs émissaires. La solution, c'est d'avoir de véritables politiques publiques qui servent l'intérêt général. Et c'est cet intérêt général européen que nous souhaitons nous promouvoir. Donc je vous fais une promesse, c'est qu'en tout cas, si je suis élu, et je l'espère le 9 juin, je porte cet intérêt général le plus haut possible, parce que c'est avec votre force, la force que vous allez me donner pendant toute cette campagne, que j'y penserai pendant les 5 ans qui arriveront. Merci à vous. Donc j'ai retrouvé mon micro. Donc l'idée maintenant, c'est d'avoir une série d'échanges sous forme de questions et de réponses. Alors le premier à passer sur le grid, et puis après si dans la salle d'autres veulent intervenir, pardon, c'est Boris. Boris, tu as été aux avant-postes
face à la loi sur l'immigration, notamment en tant que président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, on sait qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, voire même les LR, font de l'immigration un sujet central, y compris au niveau de la campagne des élections européennes. Sur ce sujet-là, que doit faire l'Europe? Comment peut-elle, doit-elle bien sûr, mieux accueillir et mieux contribuer aux politiques de développement? Quel est ton regard sur ce sujet-là? C'est un sujet compliqué. Et je m'ai un peu pris de court pour être tout à fait franc. Je vais quand même essayer de répondre. D'abord en saluant tout le monde et en remerciant Eric pour l'engagement qu'il tient dans cette campagne. Je veux dire qu'on est assez fiers d'avoir un Landais parmi les têtes de gondole, et du coup il est contraint d'être à peu près partout. Il m'a expliqué que donc la semaine prochaine il allait faire 6 heures de voiture dans un sens, 6 heures de voiture dans l'autre pour être à Nantes. J'avais promis de l'accompagner, finalement je suis tout à fait sûr quand j'ai vu combien de temps ça durait. Mais en tout cas, on sera là évidemment avec lui. Plus sérieusement, ce qu'il est important, à mon avis, de tenir comme discours, je crois que c'est la France de Raphaël. Je n'ai pas oublié la question, mais je vais répondre. Je fais une sorte de périphrase. C'est que il est probablement le seul qui a sur l'Europe un discours qui n'est pas un discours désenchanté. Eric a dit tous les défis auxquels nous avons à faire face. Il a dit aussi avec netteté les impasses au fond d'une Europe gouvernée par le libéralisme et qui en était à certains égards devenu l'instrument. Et je ne sais plus quelle était ton expression, moi je veux dire, on est parfois, je dirais, moi c'est les idiots utiles du village global. Il y a un peu de ça, nous imposons à nous-mêmes des règles qu'aucun de nos concurrents dans le monde ne s'impose, si bien que nous voyons en 10 ans un concurrent chinois à Alstom, à Alcatel, et d'ailleurs nous tailler des paupières, puisque nous n'avons pas le droit, nous, d'investir leur marché intérieur quand eux font ni chez nous pour prendre nos places dans une concurrence, évidemment, qui est particulièrement déloyale. Pour revenir à la question qui m'a été posée, parce que sinon on m'en voudra d'avoir ostensiblement esquivé la chose, oui, la question de l'immigration a été un combat âpre au Sénat. Monique et Eric en ont été les témoins, contre non seulement l'extrême droite, mais la droite, j'ai envie de dire, dite républicaine. Je dis dite républicaine en usant des guillemets parce que chacun s'interroge aujourd'hui sur la réalité de la dimension républicaine de l'offre politique de cette partie des hémicycles. Mais il faut le dire avec honnêteté, nous avons eu une majorité, un président de la République, élu par 2 fois contre l'extrême droite, et disons-le, élu par nous, au second tour de l'élection présidentielle, qui en réalité a été, si ce n'est connivant, en tout cas complaisant, avec un certain nombre des thèses de l'extrême droite. Et nous nous sommes battus âprement pour demeurer fidèles à ce que nous sommes, c'est-à-dire un État de droit et une démocratie qui ne fait pas le procès du gouvernement des juges en renvoyant au Conseil constitutionnel le soin de faire le ménage que la majorité n'a pas eu le courage de faire. Ça, c'est dans la version optimiste, en disant en fait on était contre, mais on a laissé faire le Conseil constitutionnel. En réalité, beaucoup de députés de la majorité étaient d'accord avec un certain nombre des propositions formulées par la droite et l'extrême droite, puisqu'ils prétendent, ou ils imaginent, qu'en faisant leur les thèses de l'extrême droite, ils finiront par rendre l'extrême droite inutile. De ce point de vue-là, ils n'ont pas tort. On aura l'extrême droite sous une autre étiquette au pouvoir. Dans le débat que nous avons eu, il y avait une forme de grand mensonge. Il y avait une façon d'appréhender l'immigration, j'allais dire, qui était très old school, dans la mesure où cette question-là n'était appréhendée que dans une dimension d'État national, faisant fi de la dimension, évidemment, mondiale du phénomène migratoire et de la nécessité d'appréhender cette question au plan régional. Alors quand je dis que la question est difficile, c'est que je crois que dans quelques jours, il y aura le pacte européen sur l'immigration qui va être débattu. Je crois savoir que le PSE, pour sa bonne partie de ses membres, va le soutenir, mais que pour ce qui est de nos parlementaires européens, nous n'allons pas le soutenir. Nous n'avons pas soutenu. Quelle est au fond l'idée que l'on se fait de la question migratoire? D'abord, que le phénomène est mondial et qu'il appelle une régulation mondiale. Qu'il y a la nécessité d'un dialogue avec les pays de départ. On a
1000 raisons de rester chez soi, 1000 raisons de rester dans son pays, 1000 raisons de rester parmi les siens et dans sa famille. On n'a que quelques-unes de partir. Et souvent, ces quelques raisons de partir sont tragiques. C'est la guerre, souvent, c'est la misère, c'est la famine, c'est la persécution, parce qu'on appartient à une minorité ethnique, sexuelle. Et il y a besoin de travailler avec ces pays de départ, en les aidant d'abord à se développer, une promesse souvent formulée, mais en réalité jamais atteinte parce que nous avons été complaisants avec un certain nombre de régimes. Il faut le dire avec beaucoup de netteté. Je discutais il y a quelques mois avec le ministre des Finances de Côte d'Ivoire, et qui me disait, vous savez, nous on reçoit à peu près, je crois, pardon, ces chiffres sont plus bons, on reçoit 500 millions de dollars d'aide au développement, mais nous accordons à nos entreprises, à vos entreprises du Nord, en particulier les entreprises minières, plus de 1000 milliards, enfin plus d'un milliard, pardon. Je suis comme Krasuki, j'ai un petit problème avec les chiffres. Vous savez que les anciens qui ont vraiment la référence. Parce que je vois que le jeune Martinez, il ne comprend pas. C'est plus sur Gulli, hein. C'était pas sur Gulli. Il a vu sur en réalité, les ristournes fiscales qu'on accorde aux grandes entreprises du Nord dans ces pays du Sud est bien supérieur aux aides au développement que nous accordons. Il y a ce besoin de ce dialogue, de cette nécessité de développement. Vous avez fait comme moi quand on discute avec des jeunes mineurs non accompagnés qui arrivent sur nos côtes européennes, qui arrivent dans nos territoires, qui viennent dans les Landes, que nous retrouvons au départ apeurés, effrayés, qui portent sur leur peau le supplice de leur parcours migratoire, qui en ont les cicatrices. Et qu'on retrouve quelques mois, quelques années après, à nous écrire. J'ai été admis au brevet des collèges. J'en ai un qui me l'a écrit, et puis dans une relation épistolaire, il m'a invité au CFA de Morsinx, où il participait à un concours. Puis il était décoré par le conseil départemental comme un des meilleurs apprentis de France. Et dans l'entre-deux-tours de l'élection législative, il m'écrit pour me féliciter, en terminant sa lettre par des mots qui me touchent, qui étaient « J'espère un jour pouvoir voter pour vous ». Mais quel plus bel hommage finalement au pays qui l'accueille. Il m'avait d'ailleurs décrit l'une de ses blessures au CFA. Il n'avait pas de papier. Il voulait déjà rendre un peu de ce que la France lui avait donné en étant sapeur-pompier volontaire, et n'ayant pas de papier, il ne pouvait pas être accueilli comme dans ce corps-là. Si je dis ça, c'est que ce phénomène mondial, il a besoin de cette régulation. Et que le tort que nous aurions, et que nous avons déjà pour une part, c'est de sous-traiter aux pays extérieurs à l'Union européenne une partie de notre politique migratoire parce que nous n'assumons pas ce que Michel Rocard appelait une part de la misère du monde. Et quand je dis que nous n'assumons pas, il y a des pays européens qui ont fait bien plus que la France. Évidemment ceux qui sont à proximité des côtes méditerranéennes, des frontières turques, à portée de migration afghane ou syrienne. Mais c'est aussi le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, dont la chancelière, souvenez-vous, à l'époque, avait accueilli 1 million de réfugiés syriens en disant « nous pouvons le faire ». Et ils l'ont fait parce qu'ils s'en sont donné les moyens. Et l'Europe doit se poser la question en ces termes, d'une régulation mondiale, d'une politique d'accueil, d'intégration, et j'insiste sur cette politique d'intégration parce que je mesure que cette question peut tarauder les Français, qu'elle peut même poser un certain nombre de questions existentielles. Et qu'il y a sans doute dans cette espèce de fantasme, jamais évidemment étayé, du grand remplacement, cette question-là. Et je crois que pour ce qui nous concerne, en tout cas ici, et sur cette liste des élections européennes, nous croyons suffisamment aux valeurs d'intégration de l'Europe, aux valeurs intégratrices de la République, à l'universalisme que nous défendons, pour savoir que on peut, par ce travail-là, j'allais dire, enrichir nos nations de ces apports venus de l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que nous avons des frontières ouvertes à tous les vents? Non. Ça veut dire que nous avons besoin de cette régulation, que nous avons besoin d'une politique d'accueil digne, et que nous avons besoin de voies d'immigration légale. C'est une discussion que parfois aussi on a à gauche, avec certains qui disent « mais je veux d'abord protéger mes travailleurs ici, qui sont déjà mal payés, il faut le faire ».
Moi, je préfère plutôt que de les régulariser sur notre sol, ce qu'il faut par le travail. Au fond, nous poser la question de savoir comment on ne les contraint pas à traverser la Méditerranée sur des radeaux de fortune, à la mauvaise fortune que l'on sait, puisque la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert. Ça suppose une politique d'asile et d'immigration qui soit harmonisée au plan européen. Songez que selon le pays dans lequel vous déposez votre demande d'asile, quand vous êtes arrivant, je parle sous contrôle de meilleurs spécialistes que moi, il y a des pays où on a bien plus de chances d'être accueilli dans l'asile qu'en France. Par exemple, je pense que les Afghans, sauf erreur de ma part, ont plutôt intérêt à aller en Norvège que de venir chez nous de ce point de vue-là. Et c'est une des nationalités qui est le plus et le mieux accueillie dans l'asile en France, parmi les différentes nationalités qui s'y présentent. Il y a la question de la dignité de l'accueil, de l'inconditionnalité de l'accueil. Parce que vous avez en tête que dans la dernière réforme, une mesure n'a pas été invalidée par le Conseil constitutionnel, qui est la remise en cause de l'inconditionnalité de l'accueil pour ceux des étrangers qui seraient sous obligation de quitter le territoire. Et les gens préfèrent avoir des étrangers accueillis dans de bonnes conditions que dans des tentes dans la rue. Et évidemment, c'est plus facile pour cultiver les fantasmes que de les mettre et de les construire sous le nez des habitants, que d'essayer en réalité d'avoir une politique ordonnée de politique migratoire. On aura ce combat-là. On aura, à mon avis, la nécessité d'envisager ce qui est difficile, ce que signifie l'émigration au XXIe siècle. On a réussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, la libre circulation des capitaux, la libre circulation dans des conditions dont il faudra parler des marchandises, et nous avons quand même une grande difficulté à concevoir la circulation des êtres humains. Ayez quand même en tête, dans les fantasmes qu'il faut gommer de nos esprits, que le continent qui migre le moins sur cette planète est le continent africain. Parce que pour migrer, il faut avoir un peu d'argent. Et que l'Afrique subsaharienne, n'en a pas. Et quel est le continent qui migre le plus? L'Europe. Donc nous avons évidemment à construire cela dans une approche mondiale, une approche globale, peut-être en construisant aussi un GIEC des migrations, c'est-à-dire en objectivant les phénomènes, parce que nous avons là aussi des climato-sceptiques de la question migratoire. Il y a heureusement un certain nombre de chercheurs, je pense à François Héran, qui travaillent pour dire ce qu'il en est. Mais j'ai la conviction, et c'était le débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale, que nous avons au Parlement européen, le groupe socialiste français, qu'en remettant en bon ordre le grand bazar de la politique migratoire, 29 lois en 40 ans, en donnant des moyens aux préfectures, et vous savez qu'il est plus facile d'obtenir un rendez-vous chez son député, chez son sénateur ou sa sénatrice, que dans un bureau de préfecture, quand on est un étranger, même en situation régulière. Remettre en bon ordre le grand désordre de la République, intégrer par le travail. Quand je dis intégrer par le travail, ça n'est pas une abstraction, ce sont celles et ceux, beaucoup celles qui s'occupent de vos enfants, qui s'occupent peut-être de vos parents, qui s'en occuperont demain, puisqu'on manque beaucoup d'aide à domicile. C'est des ouvriers des travaux publics ou du bâtiment, c'est celui qui peut-être prépare votre confit de canard dans les cuisines de votre restaurant préféré, ici, sans que vous le sachiez. C'est d'ailleurs même le cas dans un restaurant fameux, qui porte le nom d'une... chez F, on va dire, ceux qui connaissent là, à côté de l'Assemblée nationale, qui dans ces cuisines, un restaurant fréquenté par tous les parlementaires, y compris ceux de l'extrême droite, et dans les cuisines desquelles il y a des étrangers en situation irrégulière, intégrés par le travail. Chacun a à la bouche, quel que soit l'échiquier politique, la valeur travail. Nous, plutôt la valeur du travail. Et bien qu'à cela ne tienne. Et puis dernière chose, cette politique d'intégration, que moi je conçois plutôt comme une politique d'inclusion, se posant la question au fond des droits et des devoirs de celui qui arrive, et puis de la société qui reçoit, se préparer à cet accueil, en donnant la possibilité d'apprendre des valeurs qui nous régissent, qui nous font, qui nous permettent de vivre ensemble, la laïcité bien sûr, et bien d'autres. Permettre l'apprentissage de la langue, parce que c'est quand même plus commode pour avoir vécu un peu à l'étranger et avoir galéré comme une bête. C'est plus pratique de connaître la langue du pays dans lequel on vit. Avoir un accès à la formation professionnelle, au logement, à la culture, aux loisirs. Et au fond, comme le disait Chevènement, à une époque
qui disait « La France marche au mélange », eh bien s'ils le souhaitent un jour, ils le feront de bons Français. Voilà ce que je voulais vous dire parmi les combats qui sont les nôtres, qui ne sont pas des combats obscurs, qui ne sont pas des combats inquiétants, ou en tout cas qui méritent d'avoir une dimension rassurante, parce que maîtrisée, parce que régulée, parce que pas vécue nécessairement comme un grand péril. Eh bien, au fond, c'est ça l'Europe qui est la nôtre. C'est pas l'Europe recroquevillée sur elle-même. Tu évoquais en disant une phrase en disant le nationalisme c'est la guerre, mais ce qui distingue le patriotisme du nationalisme, c'est dans un cas c'est l'amour des siens et dans l'autre c'est la haine des autres. On poursuit les interventions et si dans le public certaines ou certains veulent poser des questions, encore une fois, n'hésitez pas, le micro circulera sans aucune difficulté. Alors maintenant, je me tourne vers Monique. Alors on a les tenants du libéralisme, et Boris l'a un peu évoqué, donc on ne cesse d'invoquer le coût du travail et l'utilité du droit social comme autant de freins, alors que d'autres y verront une concurrence déloyale. Tu as travaillé au Sénat sur ces fameux bullshit jobs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et nous peut-être donner une définition aussi, parce que là on fait un anglicisme, mais voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus longuement, s'il te plaît? Alors, pardon? En anglais. D'abord, je vais faire plus rapide, parce que... mais non, j'ai moins de choses à dire, c'est pas ça, que tout le monde puisse parler, éventuellement il y a des questions. Oui, alors, en arrivant au Sénat, une collègue sénatrice nouvellement élue, comme nous, en 2017, avait eu l'idée d'auditionner les travailleurs des plateformes. Qu'est-ce que c'est les travailleurs des plateformes? Ici, on commence à connaître aussi ce phénomène-là, mais à Paris, il était déjà très très développé. Et après cette audition, nous avions décidé au niveau de notre groupe, de la Commission des affaires sociales du Sénat, de travailler sur ce sujet-là. Et après, c'est un collègue qui a pris le relais et qui a énormément travaillé là-dessus, mais je pense que nous pouvons avoir la prétention de dire que nous avons été les premiers à nous saisir de ce sujet il y a quelques années au niveau du Parlement français. En fait, qu'est-ce que c'est? Travailleurs des plateformes, ce sont, alors, pour ceux qui sont dans les grandes villes et qui prennent le taxi, c'est le taxi Uber, mais c'est aussi tous ceux qui livrent les repas, Uber Eats et compagnie, dont vous avez entendu parler, mais qui sont aussi arrivés, ce qui ne cesse de me questionner, dans des villes comme Mont-de-Marsan, que j'ai peu de mal à comprendre, qu'on ne puisse pas prendre sa voiture et faire 10 minutes de voiture, c'est à peu près le temps qu'il faut pour traverser la ville, pour aller chercher sa pizza, mais bon, enfin, c'est voilà, quelque chose qui me... Et en fait, ce travail des plateformes, là je vous parle des plus connues, mais il est en train de se développer sur à peu près... On peut aujourd'hui pratiquer énormément de métiers par ce biais-là. Mais qu'est-ce que c'est le travail des plateformes? Alors, pour beaucoup, et notamment peut-être chez les jeunes générations, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est la liberté. Uber a beaucoup glosé sur la liberté, vous êtes libre. C'est-à-dire que vous travaillez quand vous voulez, c'est vous qui décidez combien vous voulez gagner, donc vous travaillez le nombre d'heures nécessaires pour arriver à ce que vous voulez gagner. Vous ne payez pas de cotisations sociales, très peu, parce qu'aujourd'hui on oublie d'expliquer à quoi servent les cotisations sociales, on appelle ça des charges, on oublie juste d'expliquer que c'est du salaire différé, que c'est ce qui permet d'avoir une protection sociale, une retraite, tout ça, on n'explique plus tout ça. Et donc on dit à ces jeunes notamment, on leur dit mais vous aurez une liberté totale, vous travaillerez quand vous voudrez, vous paierez très peu de cotisations et donc votre salaire sera plus élevé et vous n'aurez pas de patron, donc c'est le pied. Voilà. Ça a démarré comme ça, ces histoires-là. Aujourd'hui, quand on est notamment à Paris, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout la grande misère, l'exploitation de l'être humain, mais à un point que, franchement, moi je n'imaginais pas qu'on pourrait revoir ça un jour en France. C'est l'exploitation totale de l'être humain. Vous voyez des jeunes, la plupart du temps issus de l'immigration, on le sait,
sans papier, sans aucune protection, qui attendent devant des restaurants qu'on leur confie la course, qui la font dans des conditions, on a fait des auditions, c'est absolument dramatique, hyper dangereuses, ils n'ont aucune assurance, il y a des accidents, certains se retrouvent avec des handicaps terribles et n'ont absolument aucune couverture sociale. Ça, c'est pour les livraisons de repas. Mais aujourd'hui, on peut quasiment tout faire par le biais de plateformes dématérialisées. Et il y a énormément de dangers. Ces dangers, ils sont de plusieurs natures, mais il y a bien évidemment la fin de notre protection sociale, si on y prend garde. Si ce discours de soi-disant liberté séduit de plus en plus de citoyens, bientôt on ne saura plus dans ce pays ce qu'est la protection sociale. Et on expliquera aux gens qu'ils seront maîtres de leur destin et de leur propre protection, alors qu'avec les salaires, qui ne sont pas des salaires d'ailleurs, les rétributions qu'ils ont, et qui n'ont cessé de diminuer au fil des années depuis que ces plateformes se sont installées, on ne peut même plus parler de rémunération. C'est là aussi du niveau de la misère. Donc c'est vraiment l'exploitation de l'homme par l'homme. Et moi je me souviens que la première fois que j'ai évoqué ce sujet devant notre groupe socialiste du Sénat, j'ai fait un parallèle et je leur ai parlé de l'histoire des Landes. Et je leur ai parlé de l'histoire du métayage dans les Landes. Mais oui, et des tâcherons, parce que c'était ça. Enfin, je veux dire, les paysans qu'on mettait à la porte à la Saint-Martin et qu'on envoyait sans rien et qui devaient trouver une autre ferme pour les accueillir et qui ne gagnaient rien, qui avaient tout juste le droit de manger et de travailler. Et franchement, je ne m'imaginais pas que je pourrais un jour parler de choses comme celle-là, mais c'est exactement ça. Et ce qui se passe au niveau du Parlement européen, alors le sujet, il a pris corps quand même. Il a pris corps en France, il a pris corps dans tous les pays européens. Et il y a aujourd'hui un gros travail qui se fait sur une directive qui aurait pour but de protéger ces travailleurs. Il faut savoir que la France s'y oppose. Aussi, Eric, un spécialiste de l'Europe, vous l'aurez compris, vous expliquera ça mieux que moi, mais la France aujourd'hui s'y oppose. Alors il ne vous a pas échappé que nous vivons un virage à droite toute depuis le début du premier quinquennat, certainement, mais aujourd'hui c'est d'une netteté absolue. Il ne vous a pas échappé que le gouvernement Macron est en train de mettre à bas 100 ans d'histoire sociale de France. Moi je le dis. Regardez ce qui se passe sur l'assurance chômage. Voilà. Aujourd'hui, on va tomber à 12 mois d'indemnisation chômage et on va aussi probablement tomber à 18 mois pour les plus de 55 ans, c'est-à-dire absolument l'impossibilité pour les gens qui perdent leur emploi après 50 ans d'avoir le droit d'attendre un peu, de trouver un emploi de même qualité, ainsi de suite. Les chômeurs de plus de 50 et 55 ans, vous savez qu'en France, il y a une espèce de microclimat aussi qui fait que les gens qui ont plus de 50, 55 ans, on ne les embauche plus. Et quand on les a en entreprise, on essaie de faire ce qu'il faut pour ne plus les avoir. C'est dramatique et donc ces gens-là vont se retrouver en même temps, si je puis dire, sans emploi et avec des allocations chômage qui seront abaissées. Après les allocations chômage, il y a l'allocation de solidarité spécifique qui est la passerelle entre le chômage et le RSA. Le gouvernement la supprime, carrément. Moi j'ai cru que c'était un ballon d'essai quand ils l'ont dit. Pas du tout. Pas du tout, c'était déjà décidé. Ils suppriment, voilà. Donc vous allez avoir, et à un moment, ça ne nous a pas échappé, le chômage remonte. Donc je pense qu'il faut s'attendre à des mois devant nous extrêmement durs pour tous ceux qui vont perdre leur emploi. Et puis je pourrais vous parler de tout un tas d'autres sujets en matière sociale où on est dans une phase de régression que même sous la droite sarkozyste on n'avait pas vu. D'ailleurs, nous on le voit bien au Sénat, la droite, comme vous le savez, est très majoritaire, mais ils ont beau taper sur le gouvernement, ils votent tout. Ils votent tout parce que, comme on leur dit souvent, ce que vous n'avez pas osé faire, Macron le fait. C'est absolument hallucinant de voir ce à quoi nous assistons.
Et donc, quand vous voyez le virage qui est pris en France, quelque part, il n'est pas étonnant de constater que même au niveau européen, ce qui aujourd'hui constitue, me semble-t-il, un droit humain extrêmement important, c'est-à-dire la lutte contre ces plateformes et pour la reconnaissance de salariat pour ces travailleurs des plateformes, eh bien même là, les Français, le gouvernement français, n'est pas au rendez-vous. Alors je pourrais en parler encore plus longtemps, mais il faut vraiment compter sur l'Europe et sur le combat des socialistes européens. Je conclurai en vous disant que, paradoxalement, alors qu'on n'a pas vécu, en tout cas, moi, de la génération dont je suis, je n'ai pas connu une phase d'égoïsme aussi importante dans ce pays, de repli sur soi. Je ne l'ai pas connue. Et je pensais que je ne la connaîtrais pas. On me racontait ce qui s'était passé avant, je pensais que je ne connaîtrais pas cette phase-là. Et c'est pourtant en ce moment que nous avons besoin de socialisme, peut-être plus que jamais. Nous avons besoin de cette idée socialiste, de cette idée de fraternité, de cette idée de partage et de cette idée de solidarité. Alors le chemin sera certainement un peu long, parce que pour l'instant, on est vraiment dans ce repli sur soi. Il sera un peu long, mais moi je continue à penser que c'est vraiment ce message que nous devons porter, et c'est surtout ce message-là que nous devons porter pour nos jeunes, qui peut-être ne le perçoivent pas maintenant, mais j'ai confiance, je pense que dans quelques années ils le percevront. Je terminerai en disant que Éric, on le connaît, nous, depuis très longtemps, comme étant notre spécialiste de l'Europe dans cette fédération. Chaque fois qu'on a eu à batailler sur l'Europe, on a demandé Éric Sargeau. Voilà. Et je pense honnêtement que vous ne trouverez pas dans le département, on n'aura peut-être pas beaucoup de candidats aux européennes et même dans d'autres partis sur le département, mais vous ne trouverez pas quelqu'un dans ce département, dans quelque sphère politique que ce soit, qui connaisse aussi bien le sujet européen. Donc moi je sais que si on lui permet, si on l'envoie en Europe, on aura vraiment quelqu'un qui arrivera en connaissant déjà tous les rouages et toute la problématique européenne, et ça sera une sacrée chance pour nous. Vraiment pour éclairer la situation de la France sur cette directive des travailleurs des plateformes. Le texte a été proposé par la Commission et c'est le commissaire européen Nicolas Schmit qui est notre candidat pour, si jamais on était majoritaire, qu'on avait le plus gros groupe, pour être le président de la Commission, qui est socialiste, luxembourgeois, qui l'a proposé. Il y a eu un vote favorable du Parlement européen, où la gauche est pourtant pas majoritaire, et il y a fini par y avoir un accord du Conseil, jusque-là bloqué par la France, qui a fini par se retrouver seul à voter contre. Seul sur 27. Seul sur 27. Pour vous dire à quel point notre gouvernement est un des plus antisociaux de l'ensemble des 27 pays européens. Je pense que ce dossier-là, il est symptomatique de la politique qu'a décrite Monique. Voilà, c'est le petit rajout que pourquoi vous ne le faites pas savoir de l'invitation? Je crois que c'est dit, c'est redit, et c'est aussi pour ça que j'ai repris le micro, Robert. Oui, oui. Il faudrait un PSE un peu plus musclé quand même, un peu plus audacieux. C'est pour ça qu'on va envoyer Eric au Parlement européen. Voilà. Merci Monique pour ces éclairages. Alors maintenant, je vais interroger William, qui est le référent Place Publique Land. William, et Eric l'a évoqué très largement, j'en ai aussi parlé en préambule. On a aujourd'hui une déstabilisation de la sécurité au sein de l'Europe depuis notamment le début de la crise ukrainienne. Eric l'a évoqué, on parle également de la possibilité de l'élection de Donald Trump qui est un vrai risque sur la défense européenne. Et du coup, William, moi j'aurais souhaité avoir ta vision des choses sur cette question d'une défense européenne qu'on sait être impérieusement nécessaire, mais dont on ne voit pas aboutir le projet jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bonjour, donc, moi c'est William Veilla, donc je suis le référent Place Publique des Landes. En fait, on a à peine 4 mois maintenant d'ancienneté, donc du coup on est vraiment tout récent.
Alors oui, donc concernant en fait, cette question, déjà je vais commencer par vous adresser une question. Est-ce que vous savez dans combien d'environnements se joue la défense? Qui a fait son service militaire? Qui a fait son service militaire dans la salle? Alors, on va faire parmi ceux qui ont fait leur service militaire, qui l'a fait dans l'armée de l'air? Dans la marine? D'accord. Et dans l'armée de terre? Bravo. Ok. En fait, quand on parle de service militaire, la période à laquelle en fait, la circonstance s'est arrêtée, depuis en fait la défense a beaucoup progressé, elle a beaucoup évolué. Et aujourd'hui en fait la défense ça se joue dans 6 environnements. Ça se joue dans l'espace, ça se joue dans les airs, et dans les airs à différents niveaux. On parle de la partie stratosphérique, on parle de la partie exo-atmosphérique, on parle de la guerre au niveau de la surface, sur la terre, sur la mer et sous la mer. Et donc il y a 6 environnements dans lesquels en fait on fait la guerre. Et quand on parle aujourd'hui de l'Ukraine, on est de façon magnétique attiré par cette guerre de terrain qui ressemble à la guerre de 18, où on avait en fait ces tranchées et un immobilisme important. Et en fait aujourd'hui on parle de guerre de munitions. C'est celui qui va gérer le mieux ses munitions, soit celui qui va en produire le plus, et c'est ce qui est souvent dit dans les médias, ou soit celui qui va les gérer le mieux, mais forcément quand il y en a moins, le mieux les gère. Donc on parle de l'Ukraine. Mais il y a beaucoup en fait quand on parle d'industrie de l'armement, il faut penser à ces 6 environnements. Et donc il faut penser aux satellites, il faut penser aux études qui sont mises en place aujourd'hui pour faire de l'interception au niveau exo-atmosphérique, il faut penser aux avions de chasse, il faut penser aux bâtiments de surface, aux drones, aux hélicoptères, il faut penser à tout un système, un écosystème qui vit ensemble et qui, pour être maintenu, nécessite des investissements qui sont très importants. Donc quand on parle en fait de défense, il faut avoir ça en tête. Et c'est ce que je vous demande de garder par rapport aux images d'actualité que vous voyez. Quand on veut avouer à cet adversaire, par exemple, il suffit d'en fait lui gêner sa récession et son émission au niveau satellitaire. C'est un élément de gêne qui est très important. Donc pour revenir sur cette partie industrielle, l'Union européenne en fait, a mis en place des mécanismes qui sont assez importants, déjà pour financer l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. C'est aujourd'hui le premier investisseur devant les États-Unis en termes de moyens. Et ensuite, on a l'obligation d'identifier en fait parmi ces environnements, le 7e c'est la partie cybersécurité d'ailleurs, qui doivent être mises en place pour structurer de façon cohérente la réponse à la guerre. Et ça ne peut pas se faire que par la construction de chars ou par la démultiplication de munitions. En fait, tous les éléments doivent être pris comme un puzzle et on doit tout assembler et financer chaque composante de ce système. Donc pour financer en fait un bateau de guerre, ce sera un peu plus important que de financer un char d'assaut par exemple, ou un avion de chasse. Et aujourd'hui en fait en Europe, le principal problème que l'on a, c'est qu'on a une incohérence qui est aussi due en fait à notre place de premier marché du monde. Quand on a la Belgique qui s'équipe en F-16 ou la Pologne, quand on a l'Allemagne qui va s'équiper en Super Typhoon et la France en Rafale, en Marsan, en fait, il est difficile de pouvoir créer une coordination entre chacun de ces systèmes et de faire en sorte que, par exemple, chacun de ces systèmes porte le même missile. Que la distance qui va être parcourue par un système soit identique par rapport à un autre vecteur qui va être utilisé. Donc le premier élément qu'il faut penser, c'est comment garantir que lors de la conception de notre
système européen, on garantisse que ce soit des industriels européens qui récupèrent le marché. Pour éviter en fait de faire de l'Union européenne le marché des États-Unis. Et de faire en sorte aussi, c'est le cas aujourd'hui, c'est un élément qui est très important. Voilà. Ensuite, on a un autre élément, c'est donc il y a un document qui définit la politique générale européenne en termes de défense, qu'on appelle la boussole stratégique. Et ce document, dans sa structure, il définit une forte adhérence avec l'OTAN. On met en place un dispositif de défense, mais ce dispositif doit fonctionner avec l'OTAN. Et quand aujourd'hui on est sous la menace du retrait de l'OTAN, il est difficile, quand on a pris cette décision, cette posture, de reprendre un petit peu les rênes pour reconstruire, réindustrialiser. En fait, créer un système d'armes, c'est très long. Vous prenez par exemple, on parle du fleuron naval, le porte-avions Charles de Gaulle. Le porte-avions Charles de Gaulle, il a été conçu dans les années 80. Quand on parle du Rafale, c'est pareil. C'est un avion qui a été conçu dans les années 80. Il y a plusieurs versions, mais aujourd'hui, le design de ce système date des années 80. Et on arrive aujourd'hui du coup à l'exporter. C'est un équipement qui fait ses preuves, mais on voit bien qu'en 2024, on considère toujours comme le top de la technologie en termes de défense, et que finalement, c'est 45 ans plus tard finalement que ce système est pleinement exploité. Donc l'investissement, ça se fait dès maintenant, et ça se fait avec une vision qui soit bien construite à l'échelle de ces 7 dimensions que j'évoquais, pour pouvoir garantir la protection de l'Europe et l'autonomie industrielle européenne vis-à-vis de l'OTAN. Je vous réponds à la réponse. Merci William. On va passer le micro à Eric, non pas San Giacomo, mais Guérouche, pour une question qui va être adressée, mon cher Eric. Alors, Eric, tu es sénateur, ça tout le monde le sait, mais je ne sais pas si les gens savent que tu es aussi chercheur en sciences politiques. Voilà. Une autre qualité de Eric Guérouche, le CEVIPOF a réalisé la deuxième vague de son baromètre des élections européennes en mars 2024. Quels enseignements peut-on en tirer dans ce document, notamment pour renouer le fil démocratique et l'adhésion au projet européen? Et au-delà de ça, est-ce que tu penses que l'abstention va à nouveau progresser, ou est-ce qu'on peut d'ores et déjà déceler dans les études du CEVIPOF peut-être une réadhésion au projet européen, en filigrane aussi bien sûr des tensions aux frontières de l'Europe, avec l'Ukraine notamment? Qu'en penses-tu? T'as 2 heures. Tout ça en 2 minutes. Bien, bon, merci de la question. Merci à toutes et à tous de votre présence. Un petit salut amical aussi à tous les militants de Place Publique qui sont présents, parce que en fait, ça fonctionne, cette campagne également en synergie. On en profite. Ouais, on profite. Donc je répète, je disais la bienvenue aux militantes et aux militants de Place Publique, parce que cette synergie qui nous a porté en 2019, je pense qu'elle va encore aller plus loin en 2024. Alors, moi je ne suis pas à la commission des lois, je ne suis pas à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, ni du Sénat, je suis à la commission des lois, donc je serai un peu plus bref dans mes propos. Mais très sérieusement, je vais essayer de faire rapidement sur 3 points, en vous disant ce que cette élection européenne ne sera pas, en vous disant aussi le changement des perspectives qui pourraient être celles des élections 2024, et éventuellement des bonnes nouvelles qui pourraient être les nôtres si nous savons nous mobiliser. Alors, d'habitude, les élections européennes, en tout cas dans les études de sciences politiques, c'est tout simple. C'est des élections où les gens ne sont pas très impliqués. Ça s'appelle des élections qu'on appelle de second ordre, ou de deuxième rang, comme vous préférez, des élections intermédiaires. Donc où les gens sont peu mobilisés,
où on se détermine avant tout sur des éléments qui sont nationaux, où les partis s'impliquent peu, et où en fait domine la logique de sanction par rapport au gouvernement. Et ça, c'est le modèle traditionnel des élections européennes telles qu'elles sont analysées depuis 1979. Donc des élections qui ne seraient pas importantes. Sauf que ce n'est pas exactement la situation dans laquelle on se retrouve pour ces élections européennes. Pour deux raisons. D'abord parce que, de manière inédite, on va faire des élections après 3 crises successives, ça a été dit, je ne vais pas y revenir, mais à un moment où l'Europe, dans son existence, dans ce qu'elle représente, a été re-questionnée par l'ensemble des crises que nous avons traversées. Et donc, toute chose égale par ailleurs, la question européenne, c'est une question qui s'est posée pour toutes et pour tous au moment du Covid, comme au moment, par exemple, de la guerre et du conflit en Ukraine. Donc, une élection qui s'émancipe un peu des autres types d'élections européennes que nous avons eues précédemment. Et puis le fait également que nous sommes en France dans une configuration politique complètement atypique, puisque depuis 2022, nous sommes, et Boris le sait, dans un moment de majorité relative à l'Assemblée nationale, qui fait que notre système politique ne fonctionne pas comme c'en était l'habitude. Et donc ces élections, ça sera la première échéance électorale après des élections nationales qui n'ont pas vraiment donné de solution. Deuxième point donc, sur quoi vont se déterminer les électeurs? Alors, dans la troisième vague du CEVIPOF, on voit bien une évolution qui est assez forte. L'électorat est divisé en deux. Dans l'état actuel des choses, il y a 53% des électeurs qui vont se déterminer uniquement par rapport à des questions nationales. Et il y a 47% qui vont se positionner sur, on va dire, des thématiques avant tout européennes. Il y a une nette évolution par rapport à la précédente élection européenne, où les gens qui se déterminaient selon des questions nationales environnaient c'était à peu près 60%. Donc déjà, la question européenne a progressé. Mais surtout, et je voudrais insister sur ça, on a deux façons de concevoir les élections européennes. Pour ceux qui vont privilégier, on va dire, les questions européennes, les questions, nationales, ce sont des électeurs qui sont avant tout des électeurs de droite, ce sont aussi les déçus de la politique, tous ceux à qui la politique n'apporte pas ou dont ils pensent que la politique ne leur apporte plus de solutions, donc les gens qui sont le plus en précarité. Il y a une vraie rupture aussi entre les catégories populaires et les catégories moyennes et moyennes supérieures, parce que les catégories populaires, dans l'état actuel des choses, devraient se prononcer avant tout sur des enjeux nationaux et donc contre le gouvernement. Et de l'autre côté, vous avez justement les gens les plus qualifiés, les plus intéressés par la politique, les gens qui sont un peu plus à gauche, donc, qui vont se déterminer sur les enjeux européens. Et donc, le but, c'est de savoir comment vont s'équilibrer ces deux tendances. Et j'en arrive donc à mon point de conclusion. Celui-ci est très simple, en fait. C'est qu'il y a encore des marges fortes de progression. Parce que seulement, on va dire, 2/3 des électeurs sont stabilisés sur leur choix définitif. Avec un bémol néanmoins que je vous adresse à tous, c'est que, là encore, toutes choses égales par ailleurs, ce sont beaucoup plus les électeurs d'extrême droite et de droite extrême qui sont sûrs de leur choix, plutôt que les électeurs de gauche. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a une autre enquête qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès et qui montre une nette progression du potentiel de la liste Place Publique et Parti Socialiste, parce que justement, il y a eu ce qu'on appelle des changeurs, et ces changeurs, ce sont à 27%
des gens qui avaient voté pour Emmanuel Macron, qui sont susceptibles de voter pour notre liste, parce que justement, ils ont été déçus par la politique sociale, par la politique d'immigration, par la politique sur l'écologie et également sur le féminisme. Et vous avez 23% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont susceptibles de nous rejoindre parce qu'eux sont des déçus de la gauche, ou plus exactement, sont des déçus des positions de la France insoumise, singulièrement sur les questions internationales. Et si on additionne tout ça, ça veut dire que 25% des électeurs potentiels des prochaines européennes sont encore susceptibles de changer de vote entre le moment où nous parlons ce soir et l'élection. Et que donc, en raison de la dynamique que nous portons avec les thèmes et les différents thèmes qui ont été évoqués, sur lesquels je ne reviens pas, vous dire simplement qu'il y a un espace, il y a une possibilité. Et cette possibilité, elle est due à notre placement, à la fois pour une gauche sociale et pour une transition écologique juste, et aussi une volonté de défense et de protection de notre Europe, de votre Europe et surtout de l'Europe de nos enfants. Et donc, il y a ces enquêtes montrent la possibilité, eh bien, tout simplement, d'une réussite collective à ces élections. Et dans ce cas de figure, et je conclus par là, pas qu'on veuille se débarrasser d'Éric Sargepoulou, pas forcément, quoique, mais très sérieusement, c'est l'opportunité de faire en sorte que la diversité de notre liste, l'ensemble des territoires et l'ensemble des profils qu'elle porte, dont celui d'Éric, avec les qualités dont on sait qu'il les a par rapport, et l'appétence qu'il a par rapport au sujet européen, c'est une chance, tout simplement, de rééquilibrer la dynamique européenne. Cette chance existe parce que, je vous le rappelle, et je terminerai par ça, nous sommes ceux, parce que nous sommes la France, qui risquons d'apporter le plus en volume au groupe social-démocrate. Et 1, 2, 3, 4 députés européens en plus, ce n'est pas rien. L'avenir de l'Europe peut tenir à ça, et comme je vous l'ai dit, manifestement, il y a un chemin. Merci. Bon, je vais passer maintenant la parole à Renaud Lagrave. Oui, alors est-ce que vous souhaitez, ou alors on termine le tour de table et après la parole circule. C'est peut-être le plus simple, je pense. Oui, on va faire comme ça. Bon. Donc je vais laisser la parole à Renaud Lagrave, donc je vais essayer de le coincer parce que je sais qu'il est difficile de faire répondre très précisément aux questions à Renaud parce que c'est un petit coquin, il a toujours ses sujets de prédilection. Donc pour te coincer Renaud, je vais poser une question très simple. Parmi tous les membres dans cette salle, tu es certainement l'un de ceux qui connaît le mieux Éric. Est-ce que tu peux nous parler de son parcours militant au sein des jeunesses socialistes européennes et après sur le reste tu as carte blanche. Vous êtes sûr que je raconte tout? Allez, à bientôt. Hein. Bonsoir à toutes et à tous. Alors avant que de raconter notre jeunesse, parce qu'il n'y a pas si longtemps en fait. Qui a dit quoi là? J'en prie. Non, juste commencer par vous dire que moi je suis frappé par d'abord le monde qu'il y a, parce que j'en ai fait 2 avant lui, des campagnes européennes, et franchement, on n'avait pas ces salles-là, on n'avait pas ces salles-là. Ce qui veut dire que quand il y a des gens qui vous disent qu'il y a quelque chose qui se passe, vous pouvez les croire. Hein. Parce que j'étais à Tournefeuille avec Eric, avec d'autres copains, il se passe quelque chose. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, ah ouais, mais ouais, il se passe quelque chose. Comme c'est, parce que les campagnes qu'il y a, moi ça va faire, on va pas dire les années, franchement, par rapport à ce que disait Eric il y a un instant, tout le monde s'en foutait quoi, des Européens. Même dans la salle, je pense qu'il y a plein de gens, ils ne savent même pas ce qu'ils ont voté, ils ne se rappellent même pas des dates des Européennes des dernières fois. Là, il se passe quelque chose, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a d'abord un tête de liste, Raphaël, qui a fait un début de campagne, qui est excellent. Si vous ne l'avez pas entendu, allez-y, hein, faites-le savoir, Robert a raison, faites-le savoir. Parce qu'il y a eu, d'abord, moi j'ai vu le meeting, mais je l'ai entendu aussi dans d'autres circonstances, et
Il y a quelque chose qui se passe, il y a un discours, quelque chose qui est en train de se passer, et qui permet, y compris d'ailleurs avec une intervention d'Aurore Laluc l'autre jour à Tournefeuille qui était excellente. Franchement, au moins, là on a passé un niveau politique qui était très intéressant, et puis sur des thématiques qui sonnent hollandais. Quand elle parle de redistribution des richesses, ça parle à tout le monde dans la salle. Voilà. Il y en a un qui en parlait pendant des années, et elle en a parlé en vrai, et ça fait plaisir vraiment d'avoir ces sujets-là qui se remettent à l'ordre du jour. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est la soirée en fait où on fait notre liste de courses à Eric avant qu'il y parte. Vous avez compris, hein, parce que là tout le monde a fait la liste des courses. Xavier fera la sienne juste après, vous allez voir. Pourquoi je dis la liste des courses? Effectivement, on a une occasion, je dirais, historique, parce que j'ai bien lu un journal du matin qui nous expliquait qu'il y avait eu un député européen dans les Landes. Alain le connaît mieux que moi. Comment vous dire? Quelqu'un se rappelle de son nom? Non, si, à part si le journal du matin vous l'a rappelé. Parce que pour servir à rien du tout, il était bon. Y compris les agriculteurs s'en rappellent qu'il a servi à rien. À l'époque, il aurait peut-être été utile qu'il fasse un certain nombre de choses. Il n'a rien fait. C'est la raison pour laquelle ça va passer crème. Ça va passer crème, mais à la condition sine qua non, bien évidemment, qu'on aille défendre d'abord ce qu'il a dit, mais sur un certain nombre de dossiers particuliers, défendre aussi des intérêts qui sont aujourd'hui ceux, évidemment, de notre département, pardon de le dire aussi, un peu de notre région, et qui permettent de faire toucher du doigt ce que disait Robert, ben dites-le, oui, si on a une incarnation, pardon de le dire comme ça, une incarnation concrète de l'Europe, on va peut-être pouvoir parler de tout ce que l'Europe distribue tous les jours dans les entreprises, dans les associations, dans les lycées, dans les collèges, partout, il y a de l'argent de l'Europe dont personne ne parle à aucune inauguration, garantie, hein. Personne n'en parle jamais. Et la redistribution qui est effectuée aujourd'hui au niveau de la Commission européenne et du budget européen, qui pour moi est totalement insuffisant, ça fait partie des bagarres qu'on a à mener tous ensemble à l'échelle du Parlement européen, fait qu'à un moment donné, oui, partout, et dans un certain nombre de pans entiers de l'industrie française, il y a de l'argent européen qui bénéficie un peu à tout le monde. Personne n'en parle jamais. Et surtout pas ceux qui en touchent le plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, incarner cette question européenne est pour moi quelque chose qui est extrêmement important. Extrêmement important, pas pour faire comme Bart et pas là, celui qui va jamais au comment il s'appelle, qui fait aucun débat, puisqu'il a tellement peur des autres. Il fait que des selfies, si j'ai bien compris. Ouais, bon, il s'entretient, il fait des selfies, c'est tout ce qu'il a à faire, et il attend que les gens, finalement, votent pour lui. Pardon, hein, il y a un moment donné, il va falloir qu'on se le dise. Il paraît qu'il ne faut pas qu'on stigmatise les gens qui vont aller encore voter à l'extrême droite. Moi, je vous dis franchement les choses, ça fait 30 ans que ça dure, ça. Moi, j'ai fait les premières campagnes électorales en 86 contre Jean-Marie Le Pen dans les Hauts-de-Seine. Vous voyez, avec des nervis qui venaient nous taper la gueule quand on allait coller les affiches du PS. Et à l'époque, il fallait bah oui, mais c'est un accident, les gens n'ont pas compris. On est en 2024, les gens ils ont très bien compris ce que c'était l'extrême droite. Donc si on est un peu militant et qu'on a envie peut-être potentiellement qu'ils descendent dans les intentions de sondage qu'on a aujourd'hui, il faut s'en méfier. Et ça veut dire tout simplement qu'il va falloir aller porter un peu la bonne parole, les amis. On peut faire évidemment comme si passer une bonne soirée au château de Nahuk, c'était super sympa, puis après, rendez-vous le 9 juin. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que ça se passe finalement pour mettre fin à un certain nombre de fake news, dans lesquelles, par exemple, Hystérique a parlé de la PAC. Le Front National l'a voté, pas nous. Et quand vous allez croiser des agriculteurs, des familles d'agriculteurs qui soient à la retraite, dites-leur, hein. Eux, ils l'ont voté, la PAC, hein, telle qu'elle est aujourd'hui. Nous, on a toujours dit qu'on était contre. Quand il y a eu la proposition sur le salaire minimum européen, qui a voté contre? Le Front National. On rêve pas.
Donc il y a tout un tas de sujets sur lesquels il va falloir aller essayer de convaincre pour les faire retomber. Parce que oui, c'est une élection européenne, oui, on sait qu'ils sont systématiquement très hauts à cette élection. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? La réponse est non. La réponse est non, les amis. Ça veut dire qu'il faut aller se bagarrer, comme on fait dans toutes les campagnes, peut-être encore plus là, parce que j'ai entendu ce que disait Éric Kerrouche sur l'analyse. Moi, je regarde juste les études qui paraissent avec les intentions de vote. On commence à parler de croisement des courbes. Imaginez un tout petit instant si le 9 juin au soir, il y a un croisement des courbes avec, au hasard, je ne sais même pas comment elle s'appelle d'ailleurs, la tête de liste de Macron, enfin, celle-là, voilà, Valérie. S'il y a un croisement des courbes, vous voyez de quoi je parle là? Mais enfin, c'est pas impossible ce qu'on est en train de se dire au regard de ce que vient de dire Éric Kerrouche. C'est pas impossible. Mais à condition qu'on se mobilise, à condition qu'on dise autour de nous que d'abord il y a une élection, à quoi sert l'Europe bien entendu, et quelles sont évidemment nos visions. Alors, dans la liste des courses, oui, Éric le sait, et parce que l'avantage, c'est qu'il vient de faire quelques années à la région, donc il connaît un peu ce qui se passe. Ben, dans la liste des courses, il y a clairement aujourd'hui l'enjeu contre l'État français, que les régions continuent à gérer les fonds européens. Parce que l'idée de Macron, c'est quoi? C'est de recentraliser, encore une fois, tout à Paris, pour faire, en fait, la caisse de l'État qu'il n'a plus, puisqu'il n'a plus d'argent, de récupérer de l'argent de l'Europe, et puis de dire, grosso modo, tout va bien, la vie est belle. Là, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu. C'est que les fonds européens, ils ne sont pas gérés depuis Paris. Ils sont gérés ici à Mont-de-Marsan, pour les Landes. Vous avez 4 personnes qui sont dans les bureaux à Mont-de-Marsan, juste en face des arènes, et qui vont voir les agriculteurs sur le terrain pour discuter avec eux des aides européennes. C'est pas à l'autre bout de l'Europe, c'est ça qui est en train de se passer. Et si jamais demain Macron réussit à les récupérer, je peux vous dire que personne n'ira plus sur les exploitations agricoles des Landes. Hein. Parce qu'il faudra taper 1, taper 2, pas taper 3, avec les fameuses plateformes dont parlait Monique, pour savoir si vous avez éventuellement droit à quelque chose. C'est aussi ça dont il faut qu'on parle dans cette campagne. Et pour terminer, puisqu'on m'a posé la question, oui, effectivement, je fais partie de ceux qui le connaissent depuis un petit moment. Moi, je vais vous dire un truc très simple. Monique a dit, dans le département, c'est celui qui code. Oui, c'était même avant qu'il soit dans le département. Et pareil pour moi. Figurez-vous qu'on a eu une petite période où on était au mouvement des jeunes socialistes, c'était il n'y a pas si longtemps finalement. Et donc, moi j'étais secrétaire général au niveau national, et un jour je rencontre Éric Sergiacomo, qui était l'animateur des Pyrénées-Atlantiques à l'époque, et je suis, je crois, désigné ou élu, je ne sais pas quoi, enfin bon bref, vice-président des jeunes socialistes européens, ça s'appelait ECOSI, ça s'appelle toujours d'ailleurs, j'espère. Yes. Ça s'appelle plus. Yes, bon très bien. Bon, pardon, je n'ai pas suivi depuis. Voilà. Et moi après j'ai fait autre chose, et Éric est rentré au bureau européen des jeunes socialistes, et il a été vice-président d'ailleurs des COSI. C'est vrai qu'il a déjà visité pas mal de capitales européennes, hein, je vous le dis, hein, déjà à cette époque-là. Bon, depuis il a voyagé, ça c'est autre chose, mais il a toujours eu cette question européenne, pour le coup, en tête. Même si, comme il l'a dit, et je crois que c'est hyper important, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un certain nombre de gens à l'extrême droite, à droite, et parfois encore plus à gauche, qui sont en train d'essayer de faire campagne, finalement, contre la gauche, ce qui me paraît totalement débile dans la période où on est, mais bon, laissons-les faire, hein, parce que visiblement ça ne marche pas terrible, où, en gros, la liste qui est derrière Raphaël, ce serait des gens qui seraient des béni-oui-oui de l'Europe, et qui auraient l'Europe comme ça, ce serait l'horizon indépassable. La réponse est non. Éric, comme beaucoup dans cette salle, est un Européen convaincu. C'est pas pour ça qu'on a voté le traité constitutionnel. Hein. Je le répète, parce qu'il y a des gens qui pensent que ah mais tout le monde était non. Il y a une majorité dans ce pays qui n'a pas voté, qui a voté non. La suite de l'interprétation de ce référendum par Sarkozy est quand même un vrai scandale, on peut se le dire entre nous.
Et qu'à partir de là, s'il n'y avait pas eu cette interprétation, aujourd'hui, la concurrence libre et non faussée, pour laquelle ils nous rabattent les oreilles tous les jours, elle ne serait peut-être pas à l'ordre du jour si on avait respecté le vote des Français. Et qu'on ne vienne pas nous donner des leçons à nous sur ça. Surtout pas. Parce qu'à un moment donné, ou surtout sur notre gauche, s'il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant « mais vous avez... pardon ?» Allez, il y en a dans cette salle qui ont fait même campagne pour le non. Il y en a qui ont fait campagne pour le oui, mais on a su se rassembler. Et c'est pas pour ça qu'on oublie ce qui a pu se passer par le passé, et ce qu'il faut, et ce qui reste à faire. Et c'est là où Éric a tout son rôle à jouer. Il a un rôle à jouer parce que demain, il va y avoir des enjeux qui vont être cruciaux pour le Parlement européen. Rendez-vous compte. Xi Jinping, Poutine, et peut-être demain l'autre Barjot, aux États-Unis. Bon, excusez-moi, mais enfin, entre les trois, là. S'il n'y a pas un continent européen fort, un Parlement européen fort, on devient quoi? Moi, je veux bien qu'on tire des plans sur la comète, hein. Et là, on a trois fous furieux qui ont décidé de se partager le monde, et il faut que l'Europe existe. Ça veut dire que pour que l'Europe elle existe, il faut qu'il y ait des voix, il faut qu'il y ait des gens qui se battent, il faut qu'il y ait des gens qui entraînent avec eux. Ça veut dire concrètement qu'il va falloir qu'on affirme un certain nombre de positions. Et Raphaël a eu raison sur la question ukrainienne. Je suis désolé de dire, grosso modo, il faut tenir tête à un moment donné. Il faut relever la tête au niveau européen. Alors on ne va pas le faire tout seul, et c'est surtout pas Macron qui va pouvoir faire ça. Mais au niveau européen, on sait qu'on a le pouvoir de le faire, et ça veut dire que ça passe par des députés, pardon de le dire comme ça, hein, mais qui vont ramener leurs fraises. Et je peux vous dire, pour le connaître depuis un petit moment, quelques années, qu'il ramènera sa fraise. Non seulement il défendra les dossiers, ça veut dire que pour le coup, alors là, je ne sais pas où tu foutras ta permanence, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera à portée de baffe, et que dès qu'il y aura un truc sur l'Europe, on saura qu'il trouver, il sera là. Merci beaucoup. Bon, vous avez bien compris qu'on va finir le tour de table avec Xavier, qui va pouvoir lui aussi, si mon micro me vient, voilà c'est bon, pourra lui aussi remplir la liste de courses auprès de Éric. N'est-ce pas Xavier? Donc toujours pour parler de l'Europe du quotidien, puisque ça a été aussi un des axes de vos interventions, la liste portée, notre liste, portée par Raphaël Glucksmann, veut porter le projet d'une Europe de la solidarité, et notamment un logement pour tous, avec l'éradication du sans-abrisme, l'encadrement des loyers et la lutte contre Airbnb. Alors là, ce sont des sujets que toi, en tant que présidente du conseil départemental, tu connais bien, c'est le sujet des solidarités, et en l'espèce plus particulièrement, avec la question de Airbnb, la question du logement. Est-ce que tu peux nous parler de cette question que tu maîtrises évidemment très bien? Enfin, j'entends beaucoup de louanges auprès d'Éric. Enfin, il y en a... Non, non, je ne vais pas dire du mal. Enfin, il y en a un qui va perdre plus que les autres ici, c'est le département des Landes, parce que c'est quand même quelqu'un qui travaille pour le département des Landes. Donc, alors peut-être que l'Europe va gagner quelqu'un de valeur, mais bon, avant tout, si on regarde quelque part sa contribution à la réussite d'Atlantis Sud, par exemple, ça fait 2 ans qu'on n'a jamais accueilli autant d'entreprises que ces 2 dernières années. Donc il va falloir qu'on le remplace. Donc moi je vois bien tous ces gens qui ont vraiment, qui souhaitent bon vent, tout ça. Bon, celui qui paye l'affaire, malgré tout aujourd'hui. Donc bon. Merci patron. Oui, oui. Alors on sent qu'on est en campagne parce que Renaud a retrouvé la voie et le tonus quand il est en campagne. Vous avez encore l'impression de vous faire engueuler, mais c'est pour en fait vous donner un peu plus de tonus en cas que... Et ça, c'est bien symptomatique et symbolique des campagnes électorales. Et je pense que votre présence nombreuse a redonné encore un peu plus d'élan à Renaud. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, une des carences de notre mouvement politique ces dernières années, c'est, et on le dit dans beaucoup d'enquêtes, c'est qu'on a perdu la capacité à parler aux classes populaires.
Et que donc beaucoup de ces classes populaires se sont détournées du vote de gauche historique, progressiste, parce que pour eux, on n'incarne pas quelque chose de bon pour leur avenir. Et ils se sont réfugiés dans la colère. Et je pense que le logement, et particulièrement avec la crise que l'on connaît aujourd'hui, nous permet de vraiment faire la différence entre une politique libérale et une politique que je qualifierais de régulatrice. Et c'est peut-être un bon moyen de renouer le dialogue avec ces classes populaires qui aujourd'hui sont sans logement ou en grande difficulté pour s'installer à proximité de leur lieu de travail. Et c'est vrai qu'on le vit particulièrement dans ce département avec notre attractivité qui fait qu'on a un littoral qui devient inabordable pour beaucoup des actifs et de notre côté une dévitalisation de l'arrière-pays, si on qualifie comme ça, de nos centres-bourgs, qui en fait ont été victimes d'une politique expansionniste en matière foncière, qui fait qu'aujourd'hui on a des centres-bourgs qui sont vides, à la fois d'habitants, d'une part, et d'activités et de services, qui fait qu'on a sur le littoral donc, à jouer contre la spéculation et à l'intérieur à lutter pour regagner la vacance des logements qui est très très important. Donc on voit bien que dans un même département, on a deux défis très importants et ces défis aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'on ne peut les relever que si on mène une politique interventionniste. Alors ça, dès que vous entendez ce mot-là, ou moins dès que la droite entend ce mot-là, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils vont s'attaquer à la propriété, inévitablement. Et donc, bien sûr, ils vont mettre ça en avant, vous savez, le grand gain de la Révolution française, la propriété. Et donc là, s'ils veulent faire de la régulation, c'est qu'en fait, ils veulent vous empêcher de disposer de vos biens comme vous le souhaitez et de pouvoir acquérir vos biens, que ce soit en principal, en secondaire, que vous puissiez le louer à qui que ce soit d'ailleurs, et dans le temps que vous le souhaitez, et faire le maximum de revenus avec ça. Et aujourd'hui, on est à la veille d'un soulèvement d'un certain nombre de personnes, parce qu'on a ce paradoxe, particulièrement sur le littoral, et j'en connais particulièrement ça bien dans ma commune, c'est que vous avez des gens sans logement et vous avez la moitié des logements qui sont vides. Parce que ce sont des résidences secondaires. Et qui créent inévitablement de la spéculation, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent de l'extérieur pour acheter à un prix toujours plus élevé. Et donc ça repousse tous les jours un peu plus loin les personnes. Donc au début c'est 5, 10, et là on en est à 20, à 30 km. Les personnes pour qu'ils puissent accéder à un bien abordable. Et en plus, quand on vient, ça vient se conjuguer avec le fait que ce département, alors ça va pour des socialistes, ça va peut-être apparaître un peu paradoxal, est le département de Nouvelle-Aquitaine où le taux de logement social est le plus faible. On est autour de 7%. Donc, vous voyez, alors c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on contribue à en produire beaucoup, mais enfin, pendant de très 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 nombreuses années, on n'en a pas beaucoup produit parce que, il ne faut pas dire qu'on n'a pas fait du tout de l'accession sociale, c'est qu'on a privilégié par des politiques à travers l'accession à la propriété à moindre coût, à travers des lotissements avec une coopérative, on a beaucoup développé l'accession sociale à la propriété, ce qui fait qu'on a un taux de propriété dans ce département relativement élevé, mais à une période où le foncier n'était pas cher et où il y avait des coopératives qui fonctionnaient bien. Tout ça, c'était les années 70-80, mais on a changé totalement de paradigme et aujourd'hui, les jeunes actifs et les retraités, parce qu'aujourd'hui, on a ce paradoxe aussi, c'est que les retraités, parce que le logement est devenu le premier poste de dépense des personnes, du moins les plus modestes, les retraités ne sont plus en capacité de rester dans leur logement et viennent conquérir de plus en plus les campings. Vous regardez, l'avenir, on est dans cette société où l'avenir pour beaucoup
avait un article aujourd'hui, je disais, hein, c'est une enquête qui a été menée pendant 4 ans, par, je ne sais plus si c'est un sociologue là. L'avenir de beaucoup de personnes, c'est d'avoir un mobil-home dans un camping à l'année, hein, pour des gens à partir de 70 ans. Donc on voit bien la société qu'on est en train de vivre. Donc c'est un véritable défi qu'on a à relever. Et là, au niveau donc, du département, on a souhaité, alors qu'on est une année où notre budget est largement attaqué par des baisses de recettes, bien le seul poste qu'on a continué à augmenter, c'est la politique du logement, pour pouvoir essayer d'inverser cette tendance et trouver les réponses les plus adaptées. Mais le département tout seul ne pourra rien faire. On a recensé tous les fonciers des publics disponibles, c'est-à-dire qui sont propriétés des communes ou des intercommunalités. Ça représente quand même plus de 500 hectares sur ce département. Pour qu'on mène réellement des opérations pouvant permettre à des personnes relativement modestes, voire même moyennes, parce qu'aujourd'hui ça concerne aussi les personnes de revenus moyens, de pouvoir se loger. Donc ça va être quelque chose de très long, mais il faut réellement que l'on essaye d'inverser cette tendance et que l'on intervienne réellement et qu'on accompagne les communes et les communautés de communes pour monter des opérations. Mais il va falloir développer parallèlement l'acceptabilité, parce que on est aussi dans une période où vous avez entendu parler du zéro artificialisation nette à l'année 2050. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter ce qu'on appelle la reconstruction de la ville sur la ville, la densité qui va augmenter. Et aujourd'hui, dès que vous avez un projet immobilier de quelque nature qu'il soit, et souvent particulièrement quand il est social, eh bien on a des associations qui se montent pour s'opposer à la réalisation. Donc il y a aussi tout ce travail d'acceptabilité parce que il y a eu pendant très longtemps une mauvaise presse certainement, d'un certain type de logement. Et aujourd'hui, quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, la qualité est bien meilleure que quand vous achetez un logement dans ce qu'on appelle le libre. Donc il y a tout ce travail à faire de façon concomitante. Convaincre d'abord que les personnes que vous logez, c'est des personnes comme vous et moi, et de même qu'il faut qu'elles restent à proximité de là où elles travaillent, si on veut aussi lutter par rapport à la décarbonation qui avait été évoquée précédemment. Donc on a vraiment un gros défi, et c'est pour cela qu'on va travailler toute cette année à la création de ce qu'on appelle une foncière. Alors je ne vais pas vous développer ça en long, en large et en travers, mais c'est réellement essayer de solidariser le foncier du bâti. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il achètera, il sera propriétaire du bâtiment, de son logement, il ne sera pas propriétaire du sol, pour éviter la spéculation foncière sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, le terrain coûte plus cher que le bâtiment qui est dessus. Donc c'est tout ce travail. Alors, ça existe, ça commence à se développer dans le domaine social, ce qu'on appelle le bail réel solidaire, mais on veut faire la même chose aussi pour de l'accession classique. Et donc c'est pour cela qu'on veut monter et on veut être à l'initiative, et donc on va faire des tests précis sur une dizaine de terrains dans ce département, avec l'accord des collectivités, pour monter des opérations, pour montrer que c'est faisable, et pouvoir montrer qu'il y a une réponse à ce problème, qui est quand même, là aussi, l'expression même de ce qu'est le libéralisme, d'un côté, c'est-à-dire le laisser-faire, et ce qui nous a conduit à la crise du logement aujourd'hui, et à la spéculation, et sachant que quand même le gouvernement a été le premier à attaquer les bailleurs sociaux. Il faut savoir que dans ce département, tous les ans, on fait remonter 3 millions d'euros au niveau de l'État. C'est-à-dire que s'il y a une politique au niveau national qui a perdu beaucoup de crédits, ça veut dire que, je ne sais pas s'ils vont pouvoir encore en prendre beaucoup plus, c'est 1,3 milliard d'euros par an qui sont pris aux bailleurs sociaux et qui empêchent bien sûr la construction et le développement. On est quand même à l'année où on a construit le moins de logements en France, alors que les besoins n'ont jamais été aussi forts. On est quand même à plus de 2 600 000 demandes de logements sociaux en France non satisfaites,
et tout se mit dans les langues. Donc vous voyez que c'est vraiment un sujet de préoccupation, et soyez assurés que le département socialiste que on a le plaisir de diriger prend ce dossier à cœur, et particulièrement on essaiera de relever le défi, mais c'est que ce sera une lutte longue et où il faudra vraiment que tout le monde puisse convaincre. Alors c'est vrai que la question que posait Jean-Baptiste, moi je ferai très attention, il faut être très ambitieux dans ces programmes, il ne faut pas promettre des choses qui sont intenables. Moi je me souviens que Macron, en 2017, il n'aurait plus un SDF dans la rue. Donc bon, moi je fais très attention à tout cela parce que c'est pas en claquant des doigts, c'est pas en le décrétant que ces choses arrivent, c'est vraiment des politiques de très très long terme et d'accompagnement au quotidien. Nous, savoir quand on porte des politiques de solidarité à bras le corps toute l'année, et on sait que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Et il y a parfois loin entre notre volonté de faire et les résultats. Donc il faut être ambitieux, il faut être aussi faire preuve d'humilité et ne promettre que ce qu'on peut tenir. Voilà. Et je suis sûr qu'avec Eric, vu les résultats qu'il y a en matière de prospection et d'implantation d'entreprise, il sait ce que c'est que tenir des objectifs, et donc vous pouvez avoir confiance en lui. Un petit mot de conclusion, Eric, et après on fait circuler le micro. Oui, alors je remercie déjà tous mes collègues de leur enthousiasme, mais aussi des valises qui m'ont bien chargé. Donc j'ai bien compris qu'ils souhaitaient que j'aie les têtes dans les étoiles, mais les pieds un peu plombés par les valises qui m'ont bien chargé. À part mon employeur qui visiblement, lui, ne souhaite pas trop. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde non plus. Mais je pense que Atlantis Sud est bien parti et sur des bons rails, c'est le cas de le dire. J'ai été un peu surpris que Renault, d'ailleurs, ne demande pas un petit train pour... voilà. Oui, mais ils sont moins efficaces au-dessus de... Voilà. Alors, vous l'avez compris, et je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions après, mais ça crée le micro. Il y a un véritable enjeu sur ces élections. Les attentes, elles sont très importantes de la part de nos citoyens sur de véritables politiques publiques européennes. Elles sont très importantes également chez nos agriculteurs que je rencontre très régulièrement. Je revenais cet après-midi d'une table ronde dans le Gers, et les questions, elles sont extrêmement concrètes. Ils ne nous demandent pas la fin des phytos, ils ne nous demandent pas la fin des haies, ils nous demandent d'être accompagnés dans les changements qui sont les leurs. Ils demandent aussi d'avoir des revenus dignes. C'est cela qu'ils demandent. C'est pas en tout cas la loi d'orientation agricole qui sera présentée dans les prochains jours. Donc, vous l'aurez compris, l'ambition, elle est là. Nous avons la capacité, je pense, de faire quelque chose de bien le 9 juin. Ça dépend de nous, ça dépend de l'envie que l'on va mettre dans cette campagne, ça dépend de vous. Et sachez que moi, je serai là, en tout cas, pour porter avec force tous les messages que j'ai entendus ce soir. Et je crois que pour la première fois depuis longtemps, avec cette belle liste tirée par Raphaël Glucksmann, dont je suis très fier en tout cas moi d'avoir été candidat avec lui en 2019, parce qu'il a fait un sacré travail, il a porté haut les couleurs que sont les nôtres, les valeurs que sont les nôtres au Parlement européen. On a la possibilité depuis très longtemps de faire un choix de conviction, pas de faire un choix par défaut, pas de faire un choix pour un vote utile, efficace, un vrai vote de conviction. Et c'est cela que je vous demande de garder à l'esprit et au cœur, un vote de conviction le 9 juin, pour porter le plus haut possible notre liste, parce qu'une partie de l'avenir de l'Europe en dépend, et je vous remercie bien. Une première question au cours de la salle.
que j'étais au milieu d'un aéropage de gens instruits, de gens qui ont qui servent le Nord, etc. Ce qui est la caractéristique des gens de gauche, c'est formidable. Écoutez, très heureux d'être au milieu de vous. Je voudrais simplement indiquer à M. Fortinon, par exemple, qu'associer le libéralisme au laisser-faire, peut-être qu'il a raison, peut-être. Mais encore faut-il savoir s'il accorde le verbe laisser à l'impératif ou à l'infinitif. Bon, si on le met à l'impératif, c'est complètement différent, vous avez compris. Vous vous plaignez également que la gauche est perdue des voix. Et écoutez, Terra Nova, en 2011, lorsqu'il trouvait, si vous voulez, un discours ouvriériste obsolète, je pense que ça n'a pas beaucoup aidé, si vous voulez, à pouvoir, à ce que la gauche puisse être perçue par une partie de la population que l'on a totalement oublié aujourd'hui, qu'on appelait autrefois le prolétariat. Mais il ne faut surtout pas parler de ça, parce qu'il n'y a plus de prolétariat aujourd'hui. Je rappellerai à M. Serge Giacomo aussi qu'il... Pardon? Oui. C'est M. Chirac, M. Mitterrand, en 86, qui a instillé de la proportionnelle et qui a tout à fait réussi pour démolir complètement la politique française. Et ensuite, il a demandé aussi la libéralisation des capitaux. Tout ça, c'est juste pour expliquer les choses. La question, puisque vous êtes un spécialiste de l'Europe, on va enfin parler de l'Europe, est-ce que vous pensez que vous allez agir ou pas dans le sens de pouvoir éventuellement faire varier les monnaies entre les divers pays? Alors c'est peut-être pas facile avec une monnaie unique, donc c'est fait que ça serait peut-être un retour en arrière, mais c'est que depuis le début, l'Allemagne a complètement lessivé les industries et les capitaux de tout le reste de l'Europe, et aujourd'hui l'Allemagne elle-même est dans des difficultés énormes parce qu'elle a transposé ses excédents financiers sur les emprunts des États dits du Sud, dits méditerranéens, et aujourd'hui ces États sont totalement insolvables. Donc ce qui fait que jusqu'où va-t-on aller, si ce n'est éventuellement à y revenir à une monnaie qui ne soit pas une monnaie unique, avec des gens qui ont des industries, des systèmes sociaux, des pyramides d'âge différents. Pour moi, c'est un petit peu idiot, c'est niveau CM2, CE1, vous savez, au niveau mathématique, ça n'est pas très difficile. Et tout ça, ça fait que pendant 10 ans, nous avons vécu dans du coton et de la ouate, n'est-ce pas, avec de l'endettement, et sans qu'aucun des hommes politiques, de tout fort qu'ils soient, de nous ait expliqué ça. Et aujourd'hui, on se retrouve, si vous voulez, avec une politique militaire, par exemple, qui n'existe plus, etc., etc. Donc pensez-vous pouvoir agir sur les monnaies? Et également, est-ce bien vrai que c'est la Commission qui rédige des lois pour les présenter au Parlement? Oh, mais le Parlement, alors il est là pour entériner les lois édictées par la Commission. Merci. C'est un joli défi qui est proposé. On ne va pas revenir au serpent monétaire, c'est-à-dire que la fluctuation des monnaies les unes par rapport aux autres non. Je crois que les Américains ont une monnaie, ça s'appelle le dollar, que je sache. Les bassins d'emploi sont complètement différents d'un État à un autre, donc je ne vois pas bien le rapport entre l'État industriel d'un pays et d'un autre, simplement par rapport à la monnaie. Donc bon, j'ai oublié la deuxième question. Ah oui, ça depuis le début, les institutions, effectivement, c'est la Commission européenne qui présente les textes, mais pour qu'ils soient adoptés, il faut un accord du Parlement et un accord du Conseil. Ça s'appelle le trilogue, et donc c'est un trilogue permanent entre ces trois institutions, la Commission, qui effectivement propose les textes, et le Parlement européen, et le Conseil. Et d'ailleurs, le Parlement européen depuis 1979 a gagné énormément de poids dans la décision, avec quelque chose qui a été créé au moment du traité de Maastricht,
qui s'appelait la procédure de codécision. Et depuis, cette procédure de codécision, où il est quasiment à égal avec le Conseil, fait que cette procédure est la procédure de droit pour quasiment tous les textes. Pas tous, mais pour quasiment tous les textes. Donc on a beaucoup progressé, il y a encore à faire. Effectivement, nous, on est plutôt partisans qu'il y ait une possibilité pour le Parlement de proposer des textes. Ce n'est pas le cas. Un peu comme en France, effectivement, la plupart des textes sont d'émanence gouvernementale et qu'il y ait la possibilité, comme en France, qu'il y ait une proposition parlementaire et pas simplement des projets. Donc oui, c'est quelque chose que nous, on envisagerait. Mais voilà, je crois avoir répondu. Oui. Il y a deux arguments qu'on entend d'un côté par La République En Marche, qui raconte que Raphaël Glucksmann, ils sont d'accord avec Raphaël Glucksmann à 80% de ce qu'il dit. Donc je crois qu'il faut qu'on insiste là-dessus, que sur les 20% qui restent, ce sont 20% extrêmement importants sur le social, sur la solidarité et sur tout ce que vous avez développé. Et un autre argument qui est développé par les anti-européens sur le fait, par exemple, que la France donne plus d'argent à l'Europe qu'elle n'en reçoit. Et je crois que là, il y a quelque chose à expliquer sur le rôle de l'Europe qui n'est pas uniquement une banque dans laquelle on donne des sous et on en reçoit, mais qu'elle a un autre rôle important. Et je pense qu'en s'appuyant sur ce qui se passe en Angleterre avec le Brexit, on peut peut-être expliquer aux gens aussi que le rôle de l'Europe ne se résume pas à de l'argent donné aux agriculteurs, par exemple. Oui, alors sur le fait qu'on vote 80% comme Madame Hayet, je crois que même elle a poussé jusqu'à 90%. Oui, j'ai 80% de gènes communs avec mon chat, je ne ressemble pas à mon chat. Donc, c'est pas. Enfin, franchement, ça, c'est le genre de parallèle. C'est le genre de parallèle, honnêtement, politique, qui est vraiment de très bas étage. On sait tous, un conseil municipal. À la région, on vote souvent des textes, parce que même au département, on vote 80% des mêmes choses. Mais en fait, tout se fait dans les 20%. Déjà 20%, c'est extraordinaire. Prenons la PAC. Nous, on ne l'a pas voté. Madame Hayet l'a voté. C'est simplement 30% du budget communautaire. Donc c'est quand même une énorme différence. Donc sur la deuxième... On donne plus d'argent. Voilà, alors, oui, alors, Madame Thatcher avait une phrase, c'était « I want my money back ». Donc l'obsession, c'était d'avoir exactement ce qu'elle donnait en retour. Donc c'est l'inverse de toute solidarité. La question, c'est d'avoir assez pour des politiques qui sont importantes pour nous. Aujourd'hui, un des meilleurs retours que l'on ait sur investissement, entre guillemets, vis-à-vis de ce qu'on envoie à l'Europe, je crois que c'est 27 milliards par an, c'est 9 milliards sur l'agriculture. Vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui, avec la politique du gouvernement, nous aurions 9 milliards sanctuarisés sur les politiques agricoles en France? Je demande à voir. Mais il semble que Bruno Le Maire ne soit pas d'accord. Il faut lui demander. Parce que c'est lui qui demande. C'est lui qui demande. Voilà. Non, mais c'est ça. Là aussi, je veux dire, lorsque l'Europe est venue au secours de la forêt landaise, lorsque Klaus a rasé 40% de la forêt landaise, on a bien été content d'avoir les fonds européens. Entre les fonds de secours et la replantation, c'est 160 millions d'euros qui sont arrivés sur le massif landais pour sa reconstruction. Je pense que ça a été utile. On n'a pas mis un drapeau européen sur chaque pin. Il aurait peut-être fallu. Bon, messieurs, dames, il est 21h06, on a largement dépassé le temps qu'on s'était donné. Je vais, et on va tous vous remercier. Si certains veulent poser des questions directement, ils le peuvent. Parce qu'il y a jusqu'à minuit. Après cette réunion, s'il y a des questions, Une dernière question. Oui, si, c'est bon. Alors bonjour, je m'appelle Viviane, j'ai 22 ans et je suis au sein de Place Publique Jeune. On m'entend ? Allez. Donc voilà, durant ce meeting, on a entendu parler des plus de 55 ans qui se retrouvaient au chômage, des retraités qui se retrouvaient sans logement et de votre jeunesse, M. Serge Comot,
Et à aucun moment... Et des MNA. Pardon? Et des mineurs non accompagnés. Et à aucun moment on a entendu parler de la jeunesse par le biais de sujets comme la précarité étudiante ou la difficulté d'accès au logement des jeunes actifs. Cette même jeunesse qui, on le sait, est la clé de la bascule climatique qui est en train de se jouer. Cette jeunesse qui porte votre campagne au sein des jeunes socialistes et des places publiques jeunes, est-ce qu'elle ne méritait pas sa place ici, dans ce meeting? Parce qu'il n'y a pas eu un mot pour elle. Alors. Non, mais ce que j'aime, c'est l'irrévérence de la jeunesse. Elle est là aussi pour ça. C'est pour nous bousculer. Merci, madame, de cette question. Mais non, la jeunesse, elle est au cœur du projet européen. Enfin, je pense qu'un projet comme Erasmus, aujourd'hui Erasmus+, et tous les programmes d'échange, parce qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à Erasmus+, je crois qu'il y a des spécialistes dans la salle qui connaissent très très bien le sujet, qu'on accompagne, que les politiques communautaires accompagnent. Donc on est là, sur le logement étudiant aussi, on est là. Donc c'est quand même... Enfin, et je crois qu'on est un parti politique qui a eu des propositions très, très affirmées, notamment sur la précarité des jeunes. Donc non, bah, là on a fait le sujet en fonction des priorités un peu de chaque collègue. On a essayé de répartir un peu les rôles. C'est difficile de passer en totalité, effectivement, tous les sujets. On aura d'autres réunions publiques. Ce n'est pas la dernière réunion publique que l'on aura. Il y en a une à Souston, donc ça permet d'ailleurs de l'annoncer, avec quelqu'un qui est jeune, enfin, sauf si vous considérez qu'à 30 ans, on a dépassé l'âge. Mais Chloé Ridel, qui sera avec moi à Souston, qui est une jeune, pleine de talent, aura sûrement plein de choses à dire aussi sur la jeunesse. Donc on ne peut pas épuiser tous les dossiers de l'Union européenne. On a essayé d'en faire beaucoup. Mais je conviens que ce soit frustrant. J'entends. Et je promets qu'on répondra plus à fond et pas simplement avec deux plaisanteries en fin de meeting à cette question et une vraie problématique. Parce que effectivement, je pense que la jeunesse a une vision, surtout une partie de la jeunesse, plus enthousiaste de l'Europe que souvent nos générations. Vous savez, moi j'ai deux filles qui ont fait des études à l'étranger, donc je connais un peu le sujet et je suis assez passionné aussi de ces capacités qu'ont les échanges, les voyages, à former une jeunesse. Mais je pense aussi à la jeunesse qui, elle, ne part pas, qui reste et qui a souvent une image très dégradée de l'Europe. Donc c'est aussi à ces jeunes-là qu'il faut s'adresser. Aux jeunes qui travaillent, aux jeunes qui sortent des lycées professionnels, aux jeunes qui sont dans les lycées agricoles. Donc c'est aussi à ces jeunes-là qu'il faut s'adresser. Mais merci pour votre question, elle sera prise en compte. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci d'être venus et à la prochaine. Le 25 à Souston, 25 avril à Souston.